Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Spring Talk. On va parler aujourd'hui des playoffs ELF 2024. Je commencerai par vous débriefer le premier tour qui a eu le week-end dernier avec les wildcards. Et ensuite on parlera du deuxième tour, les demi-finales qui vont avoir lieu ce week-end. Et après il y aura une semaine de bye week avant la finale, donc il y aura d'autres émissions pour parler de la suite des playoffs. Aujourd'hui on se concentre sur le débrief et la preview. C'est parti. Et on va commencer par parler du premier match qui a lieu le samedi entre les Munich Ravens et les Paris Musketeers qui se jouait à Valenciennes. Vu que c'était les Jeux paralympiques et que de toute façon cette année avec le fait que l'Allemagne avait l'Euro de football et on enchaînait avec les Jeux olympiques à Paris, il y avait quand même toute une gestion du calendrier et des stades qui était un peu complexe sur cette saison LF 2024. Et au final, donc, ça a un peu impacté Paris pour les playoffs. Et donc, bon, le premier match de playoffs de l'histoire de la franchise n'a pas eu lieu à Jean-Bouin. On espère que ça aura lieu l'année prochaine pour la saison 2025. Et donc là, le match a été déplacé à Valenciennes au stade du Hainaut. Il y a quand même une petite affluence sympathique et le match a vraiment donné un bon résultat, je trouve, visuellement. C'est vraiment un stade sympa, quoi. C'est vraiment des stades qui permettent d'accueillir, voilà, même s'il y avait peut-être que, je sais pas, 2000 personnes, mais c'est des capacités intéressantes, je trouve, pour le football américain. On n'est pas sur des trucs démesurés et ça permet d'avoir après un produit visuel qui rend bien. Bref, passons au match. Paris a donc gagné son premier match de playoff sur le score de 40-37. C'est un match qui s'est joué jusque dans les dernières minutes du quatrième quart-temps, mais qui a quand même eu un point décisif sur le dernier drive de Paris autour de 8 minutes. Mais avant ça, un petit tour des stats pour le match, parce que bon, au final, c'est peut-être un des matchs aussi où Paris s'est fait un peu peur sur son résultat, mais a été quand même aidé beaucoup par son équipe spéciale. Il faut savoir qu'en fait, là, dans le match, globalement, Paris commence, je pense, la plupart, il y a peut-être un ou deux drives qui ne commencent pas au-delà des 50 yards. Donc en fait, Paris était tout le temps quasiment dans les 40-45 yards des Ravens parce que Austin Mitchell, il faisait des très bons retours. Et en fait, la position de départ, en fait, leur permet à chaque fois un peu de surprendre les Ravens, quoi. Les Ravens ont même justement un peu à un moment empêché Mitchell de faire des retours en forçant des pénalités sur les kick-offs et au final, au lieu qu'ils prennent une possibilité de retourner le ballon, ils forçaient à commencer sur les 40 de Paris. Donc en fait, même Munich a compris que voilà, c'était vraiment une des menaces. Mitchell, ces dernières semaines, vraiment ces dernières semaines, il avait une intensité sur ses retours qui était encore plus élevée match après match. Donc vous savez que ça allait être une force pour Paris. Et la preuve, justement, c'est pas un problème de ne pas avoir une grosse production parce qu'au final tu commences dans la position adverse et tu as un peu moins de chemin à faire. Et donc là, Zach Edwards il termine le match avec 17 passes complétées sur 30 pour 98 yards et un touchdown. À la passe, voilà, c'était vraiment pas en fait un match très très complet, quoi, disons, parce qu'en fait Larose et Mitchell finissent chacun avec 3 réceptions et 2 réceptions. On a eu Hugo Tekedam à 5 réceptions mais pour 17 yards. Anthony Mangou fait 2 catchs pour 15 yards. Kevin Momba 3 catchs pour 14 yards. Voilà, petite production à la passe. Et en fait, le match se joue globalement au sol pour Paris avec 17 courses de Chris Vombo pour 110 yards, 3 touchdowns. Et Zach Edwards, 17 courses, 73 yards, 1 touchdown. Donc voilà, le fait que d'avoir une bonne position de départ pour Paris, c'est que souvent, en fait, c'est une équipe qui, à l'approche de la red zone, même bien avant, va beaucoup courir. Et de toute façon, si ça court pas, au pire, c'est une équipe qui a un éventail de possibilités avec ses receveurs en red zone qui est vraiment assez large comparé à beaucoup d'autres équipes. Donc les Ravens déjà partent sur un peu un échec dans ce match qui est de pas avoir bien préparé leur équipe pour les phases de special team. Et au final, c'est ça que je pense qui leur coûte leur match. Parce que peut-être que si Paris commençait des drives depuis leur fond de terrain et que dans un match où justement le jeu de passe de Paris a été un peu limité, peut-être que le résultat en aurait donné autrement. Et du côté des Ravens, on est quand même sur un match qui a eu une certaine intensité. C'est euh, à la mi-temps, Paris lead le score de mémoire 19-14. Et en fait, à l'ouverture de la deuxième mi-temps, le premier snap des Munich Ravens, on a Tomiwa Yewo, le running back irlandais des Ravens, qui fait une course de 76 yards et un touchdown.
et qui reprennent le lead. Et dans le troisième quart-temps, Munich met 23 points et Paris 15. Donc on a eu un très très gros match sur les 3 premiers quart-temps. Dans le quatrième, Paris met un touchdown qui leur permettra d'aller chercher la victoire. Mais voilà, les Munich Ravens, eux, du côté de Chad Jeffries, le QB, on termine à 16 sur 28 pour 215 yards de touchdown. Le ballon a bien été distribué. Malik Stanley fait 6 réceptions, 87 yards, un touchdown. Sixton Dragon, 4 réceptions, 84 yards, un touchdown. Et après, c'est distribué un peu avec les running backs ou les receveurs d'eux, quoi. Mais ça se joue globalement aussi beaucoup au sol chez eux, avec 9 courses de Tomiwo Yewo pour 147 yards et un touchdown. Bon, sur les 147 yards, vous pouvez en retirer 76 qui sont justement sa course du touchdown. Justin Rodney, qui est un bon running back allemand, le running back 2, mais qui a une grosse saison quand même chez Munich cette année, qui ne fait que 5 courses pour 29 yards. Et Chad Jeffries, pareil, 11 courses pour 21 yards. Donc on a quand même la preuve que Paris est une des meilleures défenses au sol de la ligue. On a bloqué des running backs comme Glenn Tunga cette année chez Paris, Dwayne Obi. C'est quand même des sacrés noms. Et là, Oyewo aussi, on lui retire la course de 76 yards. Il reste quand même que à peu près 70 yards sur 8 courses, quoi. Donc bon, c'est pas parce que les stats au sol sont peut-être un peu élevés que c'était vraiment dommageable, quoi. Au final, c'était un moment d'inattention, le touchdown d'Oyewo sur 76 yards, et après, il fait pas grand-chose le reste du match, quoi. Donc la défense, encore une fois, de Paris, c'est une arme incroyable. L'attaque est très complète, il y a beaucoup de gens à qui distribuer le ballon au sol ou à la passe, mais la défense est une des plus efficaces de la ligue cette année. Donc voilà, on est tous contents pour Paris qui gagne leur premier match de playoff. Ça va être cool là d'aller les voir jouer donc les Vienna Vikings samedi, donc on en reparlera après. On va passer au deuxième match qui a eu lieu le dimanche. C'était le Madrid Bravos qui se déplaçait chez le Rhein-Fire, les champions de 2023. Bon, là, pas trop de surprise. Malheureusement, on s'attendait quand même à une forme de domination du Rhein-Fire, ce qui a eu lieu. Et Madrid arrivait quand même, était sur une fin de saison. On sentait que la fin de saison, c'était moins productif que le début. Il y a des petites défaites. Il y a les 2 défaites contre Paris. Il y a des difficultés aussi contre Francfort. Donc voilà, il y a les défaites qui tombent en fin de saison. Et on sent que voilà, l'équipe, même si elle a fait une bonne saison avec un bilan de 8-4, je pense en ELF, il faut autant apprendre à gagner qu'à perdre. Et on sentait que les matchs où ça perd, il y avait vraiment... on l'a vu dans plusieurs matchs, des petites bagarres, des petites échauffourées. C'est une équipe qui a un peu de tension sur le terrain à chaque fois, là où ça n'a pas bien marché en fin de saison. Et tout de suite, là, dans le match, quand ils se prennent 14-0, on ressent un peu la même chose. Ils sont un peu déconcentrés, ils sont plus dans le match, ils mettent du temps à faire ce qu'ils veulent, et au final, il n'y a absolument rien qui passe dans ce match. Donc bon, la Rhein-Fire s'est imposé sur le score de 40-10. Donc là, pareil, on sait que c'est une équipe qui est complètement dans ce qu'elle a fait, quoi. En 2023, là, ils reproduisent exactement la même chose. Là j'en ai parlé dans l'émission de saison régulière, mais la seule défaite qu'ils ont eue, maintenant, ça paraît un peu une anomalie, quoi. La défaite en Week 3 contre justement les Madrid Bravos, le Rhein-Fire avait juste eu besoin d'un peu de temps pour démarrer sa saison. Aujourd'hui, c'est une des meilleures attaques, une des meilleures défenses de la ligue. Mais il y a quand même des failles dans cette équipe. On en reparlera justement dans le match de preview contre le Serge. Mais dans ce match contre Madrid, vraiment, ils n'ont pas été inquiétés. Rien de Fire, tout s'est passé sur des roulettes et ça a déroulé son système offensif et défensif. Niveau stats, on a Jadrian Clark pour le Rhein-Fire qui fait 12 sur 17, 232 yards, 4 touchdowns, 1 interception. Alors, mémoire, l'interception, je crois que c'est peut-être juste avant la mi-temps et il tente une deep pass, donc bon, c'est vraiment pas un truc inquiétant. Du côté des Madrid Bravos, Steven Duncan, il termine à 12 sur 27, 122 yards, 0 touchdown, 0 interception. Voilà, jeu aérien quasi inexistant chez Madrid. Le receveur qui termine avec le plus de réceptions, c'est Jean-Claude Madin-Cerezo avec 5 réceptions pour 69 yards. En deuxième, on a Mario Flores avec 2 réceptions, 27 yards, et Willie Patterson, l'ancien receveur de Rhein-Fire l'année dernière, 3 réceptions pour 24 yards. Donc voilà, très 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 faible distribution dans le jeu de passe. Et au sol, on a Dwayne Obi, running back
anglais, qui termine à 19 courses pour 61 yards, un touchdown. Et derrière, c'est Steven Duncan, 6 tentatives, 40 yards. Et après, voilà, il y a vraiment une production qui est quasi inexistante. En total yards, on termine à 271 pour Madrid. Mais bon, on ramène les pénalités aussi, 10 flags pour Madrid. Et total yards pour Fire, on est à 423. Pareil pour cette flag. Mais bon, Ryan Fire a vraiment roulé sur son match, quoi. La défense Madrid, il y a quand même un secondary qui est intéressant, avec des cornerbacks comme Araya ou des safety comme Luke Glena. Mais pareil, sur cette fin de saison, il y avait des petits bobos, il y avait des matchs, il y avait des absents, on faisait tourner, il y avait de la rotation. Il y a aussi cette année que Madrid n'a pas pu avoir un de ses meilleurs joueurs en défense, qui est Alejandro Fernandez, qui est un defensive end qui a joué l'année dernière justement en espagnol chez Ryan Fire, qui a fait une grosse saison. Et cette année, il a quasiment raté toute la saison. Il a rejoué, je crois, que sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, il y a aussi des éléments que, bon, on peut souligner que la saison de Madrid est quand même bien réussie, en ayant eu quand même, à la fois pendant la saison, à gérer des blessures sur un peu toutes les phases du jeu. Et à la fin, ça donne quand même une belle entrée en ELF, quoi. Mais on pouvait s'attendre justement à un résultat contre le Rainfire qui n'allait presque pas donner grand-chose, malheureusement. Il aurait fallu vraiment que ces dernières semaines, ça se passe, je pense, beaucoup mieux pour eux en saison régulière, pour avoir fait serein. Je voyais des previews de gens qui disaient qu'ils allaient mettre 30 points. Je ne voyais même pas la Madrid en mettre plus de 20, je pense, en l'état, quoi. Quand on analysait vraiment ce qu'ils avaient fait ces dernières semaines, c'était un peu compliqué d'imaginer qu'ils allaient mettre plus de 30 points à une défense du Rainfire comme ça, quoi. Donc c'est vraiment... c'est une bonne entrée en ELF, comme je dis, mais bon, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose contre un adversaire de conférence qui reproduit exactement ce qu'ils ont fait l'année dernière, quoi, voire même avec un jeu au sol qui est encore plus puissant que l'année dernière. Voilà pour les débriefs du premier tour. Donc avec ça... Paris jouera en demi-finale chez les Vikings en Autriche, à Vienne, samedi à 15h15. Et Lorraine Fire jouera, le Surge le dimanche aussi à 15h15. On va commencer par faire une petite preview donc, du match de Paris. Donc Paris va jouer une équipe qui n'a perdu aucun match de la saison régulière comme l'année dernière. L'année dernière, les Vikings, ils perdent en playoff, mais il faut savoir que l'année dernière, sur les derniers matchs, même si justement ils sont invaincus en saison régulière, il y avait quand même un gros problème au fil des semaines dans les schémas offensifs. Et cette année, justement, c'était un nouveau coordinateur offensif. Et ça n'a pas suffi justement à Vienne l'année dernière pour espérer aller chercher un back-to-back, vu qu'ils avaient gagné le titre en 2022. Mais comme je le disais de toute façon aussi dans l'émission de saison régulière, c'est que, bon, à la fin, le souci là de Vienne, c'est d'avoir eu une conférence beaucoup trop facile à jouer, ne pas vraiment avoir eu de match compétitif de la saison régulière, et de plus, là, d'arriver sur une double bye week. Ils ont été en bye week en semaine 14, et ils ont leur bye week parce qu'ils sont first seed des playoffs. Donc là, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas joué. On peut avoir peut-être un effet un peu rouille qui va être présent. Alors malgré tout, on les voit sur leur réseau, ils s'entraînent beaucoup, ils doivent préparer ce match sérieusement, mais on imagine qu'il peut y avoir peut-être un effet coupure entre la saison régulière et enchaîner les playoffs 2 semaines plus tard, alors que Paris a eu ses bye week en début de saison, et ils savaient très bien que eux, leur intensité allait venir match après match. Par miracle, Paris n'a pas eu tant de blessés aussi cette saison, alors que la dernière semaine de repos, c'était en semaine 5. Et au final, Vienne sait qu'ils vont affronter une équipe qui est en pleine forme, qui vient de jouer un gros match qui les hype. Leur but là maintenant, c'est d'aller en finale et espérer que le Rainfire aussi gagne contre le Surge. Comme ça, on va avoir une finale, on espère tous, Paris, Rainfire, et aller chercher le titre contre le Rainfire, pourquoi pas. Mais bon, pour rester là dans la preview Paris-Vikings, ça va être, je pense, quand même un match très intéressant. Il ne faut vraiment pas sous-estimer les Vikings et le fait qu'ils aient joué une conférence plus facile à leur porter, avec voilà, un roster qui est très complet, que ce soit en attaque ou en défense. Cette année, Ben Holmes, leur nouveau quarterback américain, il a fait une très bonne saison. Il est clairement dans les conversations MVP. Bon, le MVP, ça sera Glenn Tunga, faut pas se leurrer, mais au niveau des QB, on avait des gars comme Zach Edwards, lui et puis Riley Hennessy.
Et Ben Holmes fait une sacrée saison. En plus, il fait que 8 matchs parce qu'il est blessé un peu au début de saison. Et au final, en 8 matchs, il a la même production que des QB qui ont fait 12 matchs. Plus de 3 milliards, 30 touchdowns, très peu d'interceptions. Vraiment un très bon pocket passeur, très précis, bon bras. Et là, avec les receveurs qu'ils ont, comme Harris Horn, Noé Touré, ça bombarde. Leur tight end aussi, Florian Birbomer, qui est un tight end qui a fait le NFL IPP et qui est vraiment un bon pass catcher chez les tight ends en ELF. Donc ils ont vraiment une attaque aérienne qui est très complète. Ça va être justement sur ce point-là que je pense Paris va devoir faire attention. Ça fait, je pense, un petit moment là qu'ils n'ont pas joué une attaque aérienne de cette intensité-là. Et là, on l'a appris aussi, c'est qu'il y a du retour chez les receveurs. Il y a Jordan Bois, qui est un très bon receveur italien qui joue chez les Vikings, qui s'était blessé en semaine 4 à l'épaule, donc il avait raté tout le reste de la saison, mais là il revient. Mais en début de saison, la connexion avec Ben Holmes, elle était très très efficace. Après, on a aussi le retour de Kimi Linainama, qui est un receveur pendant la saison 2022, qui fait une très bonne saison régulière et des bons playoffs et permet aux Vikings d'aller chercher le titre. Et par contre, là, ils ont un bon défenseur qui est placé sur la réserve des blessés, c'est Jean-Philippe Bonbec, ancien défenseur des Sea Devils. Même si cette année, c'était pas grosse saison de production, ça reste un mec qui est un très bon linebacker, qui fait du bon blitz, et ça va peut-être, je pense, un peu peser qu'un joueur qui a l'expérience comme ça ne soit pas là. Mais attention, la défense des Vikings, c'est aussi une bonne D-line qui met de la pression. C'est surtout les DB avec des safeties comme l'américain Xavier Edwards, leur joueur homegrown, l'autrichien Benjamin Straits. Il y a du monde. Vraiment, c'est une défense, même si en fait elle a été exposée à des attaques qui sont clairement bien inférieures à elle. On sait que c'est des mecs qui mettent beaucoup d'intensité et de la vitesse. Et leur arme finale dans cette équipe-là, c'est aussi leur running back Kari Pajarinen, qui termine, de mémoire, dans les 1100 yards. J'ai plus son touchdown, mais il doit être peut-être dans la vingtaine. Il est dans le top 3. En fait, vous prenez Glenn Tunga, vous mettez Kari Pajarinen, vous mettez David Borjowski chez les Panthers. C'est parmi les top running back de la ligue. Donc là, vraiment, c'est une attaque assez complète que les Paris Musketeers vont affronter. Mais de même pour les Vikings, ils vont se frotter à une équipe qui est au top de sa forme, qui a vu des joueurs revenir juste à temps, comme Chandler Jones, qui avait été placé hier en week 7 ou 8 de mémoire, et qui est revenu là juste à temps pour les playoffs. On sait que le defensive back des Mousquetaires, c'est quelque chose, c'est lockdown, c'est avec des gars comme Kenny Fleuret, Maceo Beard, Amir Kilani, Chandler Jones. Devant, vous avez une grosse D-line qui va chercher des sacs avec des gars comme Stanley Zerigbe, Dawson Dales qui met la pression, Digan Gomis, vous avez Mamadou Si qui joue le running game, Edwin Elio. Tout le monde là cette année a fait une très bonne saison. Je pense que c'est une équipe vraiment que chacun a progressé sur son football. Là, les Vikings vont pas être prêts de voir ce qu'ils vont, je pense, manger. Ça va faire un peu bizarre. Mais voilà, on espère que ça va être un beau match, qu'il va y avoir du scoring, et je pense. Mais justement, c'est ce qui fait là la force de ce match-là. Ça va être de vraiment d'être sur des playoffs où on a vraiment les meilleures équipes de la ligue. Et justement, Paris aussi là vient avec des forces en plus comparé à sa saison 2023. C'est vraiment une équipe complète à la passe, au sol. Là, on l'a vu sur les dernières semaines, Chris Wumbo, il met 3 touchdowns contre les Munich Ravens. C'est vraiment là l'arme principale aussi au sol, avec le fait que Zach Edwards est le meilleur QB au sol de la ligue. Vous ajoutez Chris Wumbo et là vous avez une défense qui doit n'importe quel moment s'attendre à ce que le running back ou le QB prenne une course, mais s'ils font pas gaffe, ça va être 10 passes pour Austin Mitchell, et ça part très vite. Il y a eu Hugo Tekedam qui est ouvert et hop, ça part en passe. Voilà, ça va être un match, je pense, assez explosif entre ces deux équipes. Espérant que Paris gagne et qu'ils aillent en finale, ça serait magnifique. Mais ça va être un sacré show. Il y aura même beaucoup de spectateurs. Je crois que là, ils ont déjà vendu plus de 5000 billets pour ce match-là. Et ça pourrait être même encore plus.
On va passer à la deuxième affiche qui est le Surge qui affrontera chez eux le Rainfire, parce que le Surge avait récupéré le second seed avec la victoire en semaine 14 contre les Mercenaries. Donc là, ils ont une petite semaine de repos qui doit faire un peu du bien. Mais pareil, eux, saison tranquille, comme j'en parlais dans la première émission, avec un bilan de 11-1 et une seule défaite contre le Tyrol Raiders qui s'est joué de peu. Le Rainfire a déjà affronté cette équipe justement l'année dernière lors de la finale. De mémoire, le score, je l'avais noté, c'était 53-34. Bon, ça peut paraître un peu la pâtée, mais en fait, sur tout le match, le Rainfire, ils mettent 20 points dans le quatrième quart-temps, en fait, dans la finale l'année dernière, et le Surge en met que 6. Donc en fait, pendant les 3 premiers quart-temps, c'était vraiment une finale très très sympa à voir. C'était une finale très disputée. J'avais fait les highlights de cette finale sur la chaîne, donc vous pouvez aller les revoir. Et je m'attends à revoir le même match avec peut-être une plus grosse intensité encore au sol pour ces deux équipes. Mais je pense que c'est pareil, ça va être un match à va bombarder autant au sol qu'à la passe. Pendant la finale, on avait eu deux receveurs à plus de 100 yards des deux côtés. Chez le Surge en 2023, on avait eu Darrell Stewart Jr. Il finissait à 11 réceptions, 179 yards de touchdown, et Yannick Mayer 6 réceptions, 114 yards. Et chez le Rainfire, on avait Arlan Kofi à 10 réceptions, 146 yards de touchdown, et Nathaniel Orbitail, 9 réceptions, 103 yards de touchdown. Donc je pense qu'on va avoir une distribution qui va être assez identique. Là on le voit sur les derniers matchs. Il y a tout le temps un receveur du Rainfire qui est dans les 100 yards. Pareil pour le Surge. Et dans les deux équipes, on a des bons running backs. On a le français Nicolas Candard chez le Surge, qui est pareil un des top running backs de la ligue. Chez le Rainfire, bien sûr, on a le futur MVP, à mon avis, de cette saison 2024, Glenn Tunga, qui est capable de faire largement plus de 100 yards et d'aller chercher plusieurs touchdowns dans le match. Deux équipes très complètes, avec justement des défenses aussi qui n'ont pas eu pour le Surge à jouer un peu comme pour Vienne, des offenses, des attaques très très méchantes, disons. Alors que Rainfire, justement, eux, pour le coup, c'est quand même, dans la conférence Ouest, on a affronté des attaques un peu plus relevées, quoi. Il y a des très bons défenseurs, comme le safety américain Omari Williams. Ils ont Aaron Donkor, qui est un très bon defensive end cette année, qui fait 38 tackles, 14 plaquages pour perte et 8,5 sacs. Ils ont de très bons linebackers. En attaque, pareil, chez eux, chez le Rainfire, ce qui est très intéressant, c'est l'utilisation des tight ends, de leur fullback. C'est des équipes qui sont très bien coachées. On retrouve un peu cette expérience des coachs NFL dans des franchises comme ça, qui apportent du playbook. Ça peut être des trucs que vous voyez qui ressemblent à des offenses NFL. Il y a de la variété, ça fait beaucoup de motion, ça teste des trucs en début de match et après ça s'ajuste. C'est toujours des sacrées affiches entre les top franchises allemandes. Et donc là, on espère que si le Rainfire gagne, qu'on puisse avoir une finale pas Rainfire, ça serait magnifique. Sinon, ça pourra donner d'autres types de finales, quoi, on verra. Mais dans tous les cas, peu importe qui serait amené à jouer à Paris, que ce soit le Surge ou le Fire, ça restera un match très très compliqué, difficile à aller chercher. Ça reste deux très bonnes équipes, le Surge et le Rainfire. Deux équipes là, cette année qui ont encore prouvé que ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils peuvent le refaire sur une année suivante. Le Surge, le rebuild qu'ils ont fait, alors que c'était une des plus mauvaises équipes de la ligue, est quand même impressionnant. Et dans ce match-là, ça va être vraiment bain de sang, je pense. Entre le Surge qui va vouloir sa vengeance, le Rainfire qui va aller chercher le back-to-back. Est-ce que le Rainfire aussi là payerait pas un peu aussi cette longue off-season, longue saison régulière, parce que eux ils ont quand même une bye week justement en semaine 14 avant d'attaquer leur premier match de playoff, mais c'est comme les autres équipes de conférence Ouest, la première bye week elle était dans les 3 premières semaines, donc au final c'était aussi une longue saison régulière pour eux. Ils n'ont pas eu trop de blessés. Les deux équipes là, arrivent quand même avec un effectif relativement en forme et en bonne santé. Je pense que voilà, ça va vraiment tout donner sur le terrain pour que chacun puisse se qualifier pour le prochain tour, quoi, et la finale. Donc voilà, ça va être vraiment un week-end intéressant à suivre. Peut-être franchement, de mémoire,
les plus gros week-ends de semi-finals comme ça, avec des équipes qui ont quand même fait de très très bonnes saisons régulières. Il y a tout le monde pourrait être donné gagnant. Moi, sur mes pronos, franchement, je mise pas forcément sur un nom en particulier parce que je pense que tout le monde vraiment là peut aller chercher cette victoire. Tout le monde est en capacité d'affronter là son adversaire. C'est pas vraiment comme si on disait voilà, les Vikings c'est beaucoup trop fort, c'est pas à la portée de Paris. On va vous dire Rainfire c'est injouable et tout, alors qu'on sait que maintenant le Surge a l'expérience du match de l'année dernière. En finale, l'expérience de 2 saisons à construire autour d'un système offensif là qui est très efficace, où n'importe quel receveur peut aller chercher plus de 3 yards chez eux. Il y a un bon jeu au sol, il y a une bonne défense, et une bonne special team aussi chez le Stuttgart Charge, très très bonne special team, ça retourne souvent le ballon au-delà des 50, Darrell Stewart Jr. qui fait les retours, il est incroyable. Donc voilà, ça va être 2 attaques, comme je dis, qui vont se mettre coup pour coup. Et là, la différence sera peut-être sur un match comme ça, au niveau des défenses. Ryan Hennessy et Jalen Clark, c'est pas des QB qui lancent trop d'interceptions. Hein, là, ils sont vraiment. Jalen Clark, c'est le MVP 2023 et Ryan Hennessy était dans les conversations l'année dernière et il y est encore cette année. Il y a toujours une petite interception des fois qui passe par-ci par-là. Et ça pourrait être un truc qui fait la différence. Les fumbles, c'est à surveiller. C'est des équipes qui savent très bien forcer les fumbles. Et je pense que, à mon avis, là, pour le coup, ça pourrait être du gros scoring, quoi. La finale fait du 53 à 34. Je pense qu'on pourrait être sur une trentaine de points à 40 dans un match comme ça, quoi. Et pareil, franchement, pareil du côté de Paris-Vienne. Donc voilà pour cette débrief des playoffs et cette preview des demi-finales. Donc pour info, là, après, il y aura une bye week avant la finale qui se jouera le 22 septembre à la Veltins Arena. Donc là, en fait, on commence vraiment à rentrer sur la période spring football calme, hein, comme vous pourrez peut-être le voir. Mais justement, c'est pour ça que je voulais tester ce format de playoff pour apporter plus de contenu et développer plus en longueur des sujets, moi, qui m'intéressent à vous partager. Et je pense que ça va être intéressant justement de pouvoir se refaire des émissions par la suite comme ça pour parler ELF et UFL. Donc voilà, je vous souhaite un beau week-end de playoff en ELF et je sais qu'il y a des gens qui vont aller au match, que ce soit celui à Vienne ou même chez Fictiona, ils prévoyaient déjà d'aller à la finale. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne écoute, une bonne fin de semaine et à la prochaine. Ciao.